Bonjour Hugo, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation pour ce qui sera la cinquième entretien auprès d'athlètes bretons. Donc j'ai exploré le département d'Ille-et-Vilaine, je suis allé ensuite dans les Côtes-d'Armor avec Benoît Fanouillère, je suis parti dans le Finistère avec Agathe Guillemot et je vais visiter le quatrième département breton. Alors je termine par le meilleur pour la fin parce que bien que licencié en Ille-et-Vilaine, je suis Morbihanais. Je finis par le Morbihan et un licencié de l'athlète du Pays de Vannes, Hugo Morvan, spécialiste des haies hautes, donc le 60 haies l'hiver et le 110 haies l'été. Exact. Est-ce que j'ai été complet dans ma présentation? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Hugo? Non, les hautes pour l'instant c'est très bien. Ouais. Peut-être les longues bientôt à voir. C'est un projet éventuel que C'est tu n'as ça. pas encore exploré pour l'instant, hein. Non, pas encore. Très bien. Mais j'y travaille. Tu y travailles et c'est quelque chose que tu pourras envisager par la suite. Je vais commencer en t'invitant à un petit peu nous expliquer quel a été ton parcours athlétique, comment tu es venu à l'athlétisme, quelles ont été les personnes qui ont compté, qui ont éventuellement pu provoquer des tournants dans les choix que tu as pu faire et ce qui t'a amené sur les haies hautes à l'heure actuelle. Donc décris-nous un petit peu en commençant par ta première licence et puis ensuite on va dérouler. Moi j'ai commencé l'athlé en 2007 je crois. J'avais 6 ans, il me semble. J'ai commencé l'athlé parce que j'avais des copains de classe qui faisaient et puis on s'est tous retrouvés à faire de l'athlé à Saint-Avé, section de la PVN. Et puis ouais voilà, c'était pour s'amuser, c'était marrant, on faisait des courses, on faisait des jeux et c'est comme ça que j'ai commencé, puis j'ai accroché et j'ai jamais décroché en fait. Et si je me suis mis au S, c'est que d'abord j'étais grand pour mon âge quand j'étais plus petit et que bah, c'était plus facile d'avoir des médailles en poussin quand on est grand sur les haies et qu'il y a moins de monde. Donc je courais Hmm. pas très vite, donc je me suis mis au S. C'est comme ça que j'ai commencé. Alors, tu ne courais pas très vite, c'est relatif. Tu courais moins vite qu'un sprinter pur, qu'un sprinter de plat, mais C'est ça. on ne peut pas tout à fait Assez pour exclure. faire des haies et avoir ma petite médaille en chocolat à la fin de la journée. Voilà, voilà. Donc là, tu es tout minot, tu n'as même pas 10 ans et tu t'amuses, quoi. Tu t'éclates, c'est C'est ça, l'éveil ouais, athlétique. exactement. Et tu as eu des éducateurs qui ont su te faire prendre goût petit à Ouais, ouais, petit. la section de Saint-Avé, il y a toujours eu des super entraîneurs pour les jeunes et ouais, c'est comme ça que j'ai Et c'est accroché. c'est bien de t'entendre dire ça parce que Saint-Avé, bon, c'est dans la périphérie immédiate de Vannes, mais c'est une commune qui grandit beaucoup ces derniers temps, Ouais. mais pour autant, c'est bien d'avoir la possibilité d'accéder à l'athlétisme et puis là pour le démontrer à terme à l'athlétisme de haut niveau dans une commune qui n'est finalement pas si grande que ça. Tout ça grâce à des éducateurs qui savent passer leur passion et savent ne pas Ouais, c'est ça, perdre. ouais, c'est pas, les installations sont pas exceptionnelles, c'est même pas une piste en partant, c'est de la terre battue, mais Ouais. c'est largement suffisant pour faire de l'athlétisme, et ouais, L'enthousiasme c'est qu'on sympa. pense. Et puis quand on est à Saint-Avé, on n'est qu'à 10 minutes de la piste de Carcado. Aussi, ouais. Bah après, oui, j'ai changé plus tard, je suis passé de Saint-Avé à Carcado pour pouvoir m'entraîner sur partant quand j'étais en minime, je crois. Donc, Voilà. jusqu'en minime, je m'entraînais toujours sur terre battue. Donc là, tu t'amuses. Et à quel moment donc tu passes au stade un petit peu plus compétitif? On parle souvent de la catégorie minime où on commence un petit peu, alors même si la spécialisation c'est encore un petit peu tôt, mais Hmm. tu Non, devais mais commencer à franchir des haies. c'est venu très progressivement. En minime, premier championnat de Bretagne, puis ensuite en cadet, premier championnat de France, et puis après en junior, voilà. Mais c'est vraiment venu très progressivement. Chaque année était encore un peu meilleure que celle de l'année dernière, et toujours en prenant énormément de plaisir. Donc, je n'ai pas vraiment vu arriver les choses. Il n'y a pas eu une année où d'un coup je passais de un niveau normal à un niveau supérieur. C'est vraiment Hmm. venu très progressivement. Tu dis que tu parles d'une évolution relativement linéaire, sans rupture. Euh, En revenant un petit peu, en préparant l'entretien, je suis quand même tombé sur des articles, alors des articles qui remontent à juste avant tes championnats de France cadets, où tu évoquais quand même une évolution sensible à partir du moment où Nicolas Le Sommer te prend en main, où tu vois que les chronos, quand même, malgré le fait que l'évolution reste Oui, relativement linéaire, il y a quand même une petite rupture de pente à ce moment-là. Oui, Nicolas m'a fait entrer dans le, alors, comment le dire? Nicolas, bah oui, a élevé mon jeu, entre guillemets. Ouais. Nicolas a vraiment fait la différence. C'est avec lui que j'ai commencé à faire de vrais entraînements spécialisés sur le 110 mètres haies, sur le sprint. Et oui, j'ai vraiment vu la différence avec lui.
Ouais, alors Nicolas Le Sommer, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un athlète qui courait vite, qui court encore vite parce qu'il pratique Il court encore, hein, encore vite, il court toujours. il court encore très très vite. C'est quelqu'un qui, même s'il n'est plus senior, s'entraîne encore très très régulièrement et qui donc a peut-être cette sensibilité pour te faire prendre conscience de tes qualités et te faire passer ce cap. Ah, euh, il arrivait régulièrement qu'on court à côté pendant les séances et que ce soit lui qui me pousse, notamment sur du sprint court, ou ce soit lui qui soit devant moi et qui me pousse jusqu'au bout sur des séances de sprint court. Au moment où tu es en train de passer ce cap-là, tu as au niveau scolaire également des années importantes, puisqu'à cette époque-là, tu es au lycée, première terminale, et tu étais un lycéen. Alors, excuse-moi si tu mets ta modestie un petit peu à mal, mais tu étais un lycéen de bon niveau et tu envisageais par la suite des études d'un bon niveau également. Donc, tu devais mener en parallèle cette évolution positive du côté de l'athlétisme, mais avec, en ne lâchant rien du côté des études. Ouais, ouais j'étais en bac série scientifique, Nicolas étant professeur en université. D'un côté, il m'entraînait à l'athlétisme, et puis de l'autre côté, il s'assurait quand même que je ne mette pas de côté mes études. Je le remercie d'ailleurs pour ça. À aucun moment, j'ai mis de côté mes études pour faire l'athlétisme ou l'inverse. J'ai toujours pu concilier les deux et je pense que Nicolas, je peux le remercier là-dessus parce qu'il m'a aidé à ne pas oublier qu'il faut pouvoir mener son double projet sans négliger l'un des côtés. Donc c'est vraiment la super rencontre avec Nicolas Le Sommer en fait. Ah oui, ouais, Tant en termes athlétiques qu'au niveau plus global, il a vraiment, on parle souvent d'approche globale dans la relation entraîneur-entraîné, mais là ça prend une signification particulière entre toi et Nicolas. J'ai amorcé la transition avec ce passage d'études important, le lycée, tu as ton bac, et tu as pris la décision ensuite de poursuivre tes études aux États-Unis. Alors, cette décision, elle est déjà dans ta tête, elle trotte dans ta tête depuis combien de temps? C'est dès le début de la terminale, même avant? J'avais déjà, avant de réfléchir aux États-Unis, j'avais déjà réfléchi à faire quelque chose du style sport-études. J'avais longuement hésité à partir dans un lycée sport-études. Finalement, j'étais resté dans mon lycée de secteur. Puis, en faisant les interviews pour les écoles en France, moi je voulais faire des écoles d'ingénieurs ou dans le domaine scientifique. Et puis au moment des interviews, on m'a dit oui, si tu peux faire 2 heures d'entraînement par semaine, ce sera déjà pas mal. Même si tu es sportif de haut niveau, la prépa, c'est la prépa. Il n'y a pas le temps pas le temps de s'entraîner. Puis ouais, je me suis dit que c'était quand même assez compliqué. Et puis d'un autre côté, j'avais déjà été contacté plusieurs fois par des organismes qui se chargent de placer les athlètes aux États-Unis. Et au fur et à mesure que l'année progressait, l'année de première progressait, ça devenait vraiment tentant quand même, parce que les équipements aux États-Unis et toutes les infrastructures, c'est vraiment vachement intéressant pour les athlètes. Et donc, c'est venu, l'idée a germé petit à petit. Et puis, l'année de terminale, avec Parcoursup, j'ai fait un parcours normal Parcoursup, au cas où si les États-Unis, ça ne marcherait pas. Mais en parallèle, j'ai également fait les démarches pour aller étudier aux États-Unis. Et il s'est avéré que c'était très intéressant. Et donc, j'ai laissé tomber Parcoursup et je suis parti aux États-Unis. Alors, j'imagine que ton expérience est susceptible d'intéresser pas mal de jeunes athlètes en Bretagne parce que tu n'es pas un cas isolé, que ce soit dans l'athlétisme ou dans d'autres disciplines sportives. Je pense notamment à la natation, mais il y en a encore d'autres. Il y a pas mal de jeunes Bretons, alors je me limite à la Bretagne, mais bien sûr, évidemment, ça n'est pas un privilège breton, mais il y a pas mal de jeunes Français qui partent aux États-Unis. Alors, je pense notamment à des sportifs d'un bon niveau. Donc, j'ai envie d'aller explorer un petit peu plus en profondeur cet aspect-là. C'est-à-dire, tu nous as dit, j'ai fait les démarches. Concrètement, un athlète qui est en première, en terminale, qui a ce projet-là, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Quels sont les passages obligés pour pouvoir envisager une telle poursuite d'études? Comment est-ce qu'un athlète qui a envie de le faire doit s'y prendre? Moi, mon parcours, ça a été grâce à un organisme qui sont venus me contacter moi pour me proposer de m'aider à faire ces démarches-là. Donc, cet organisme-là, mais il y en a d'autres qui existent. Hein. Je ne vais pas citer le nom parce que je ne les connais pas, mais c'est facilement trouvable. Ce qu'ils font, c'est qu'ils nous aident dans les démarches, ils nous aident à obtenir le TOEFL,
test d'anglais qui est nécessaire pour partir étudier aux États-Unis. Il y a le SAT aussi, qui est un test équivalent un peu du bac américain, qui nous sert à nous placer, à évaluer notre niveau scolaire. Et en fait, cet organisme, il nous aide, enfin, ces organismes, ils nous aident par exemple à travers des cours d'anglais supplémentaires, et ils nous aident aussi également dans les démarches, l'obtention du visa. Et en fait, ils facilitent tout le processus pour, euh, pour monter un dossier qu'ils vont ensuite présenter aux universités américaines. Et en fait, ces organismes-là, on n'est pas obligé d'y passer. Léna Lebrun, par exemple, que j'ai croisé là-bas, elle m'a dit qu'elle n'avait pas eu besoin elle n'était pas passée par un organisme, elle a tout fait toute seule parce qu'elle était déjà en contact avec une université directement là-bas. Mais pour des athlètes un peu moins brillants que Léna Lebrun, qui a un niveau supérieur, les organismes, ça facilite à faire la connexion entre les athlètes français et le système américain, qui peut être parfois un peu obscur parce que c'est parfois un peu compliqué de comprendre comment ça fonctionne, les diversités, les différentes divisions, tout ça. Donc, moi, je suis passé par un organisme qui m'a aidé, avec qui j'ai eu des cours d'anglais, qui m'a aidé dans les démarches, qui s'est occupé de mon visa, par exemple. Et c'est comme ça que j'y suis allé. Alors, idéalement, il faut lancer la démarche, j'imagine, assez en amont. Il ne faut pas s'y prendre. Minimum une année avant de partir. Voilà, donc idéalement courant de la première. C'est ça. Parce que l'année de terminale passe à une vitesse folle. L'année de terminale passe très vite, et puis quand on passe tous les examens, on n'a pas forcément envie de s'occuper non plus toutes les démarches administratives en dernière minute. Tout ça. Donc là, tu nous décris le processus. Effectivement, j'imagine que pour les top athlètes, c'est quasiment la démarche inverse. Il y a peut-être même une lutte entre les différentes universités qui se disputent l'athlète. Je parle des top athlètes, vraiment. Après, à un niveau juste en dessous, la démarche s'inverse. C'est plutôt l'athlète qui est demandeur. Pour autant, il peut intéresser. Mais c'est vrai que se faire accompagner par un organisme, c'est peut-être plus simple. Et ensuite, le choix de l'université, parce que toi, tu te destinais et tu te destines probablement toujours à une carrière dans le milieu scientifique, que ce soit ingénieur ou dans d'autres débouchés. Après, toutes les universités n'ont pas la même offre en termes d'études. Donc, bien sûr, tu as envie de poursuivre le sport, mais tu as besoin de connaître les cursus. Donc, comment s'opère le choix de l'université derrière? Une fois le dossier monté par l'organisme, ils l'ont envoyé à plusieurs universités de leur réseau, et les coachs qui étaient intéressés me répondaient par mail avec une présentation de leur équipe, de leurs infrastructures, de leurs universités. Et puis, moi, j'ai eu une liste de dizaines ou quinzaine d'universités, et moi, j'ai fait le choix parmi cette liste-là, celle qui me correspondait le mieux, qui avait la possibilité de faire des études dans le domaine qui m'intéressait, les infrastructures aussi qu'ils avaient, c'est très important, et puis le feeling avec le coach, et puis aussi les bourses, qui n'est pas non plus un point à négliger, parce qu'une année aux États-Unis, ça coûte très cher, donc avoir une bonne bourse, c'est toujours intéressant. Et donc là, tu pars, tu as fait ton choix, et donc toi, tu t'es retrouvé à l'université du South Dakota, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est quoi, j'ai cherché un petit peu, mais c'est quoi les grandes villes de cet État des États-Unis? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est ça, hein? C'est le Midwest américain, donc c'est assez dans la campagne. L'attraction du coin, c'est les monts Rushmore avec les têtes des présidents. Mais, ouais. Sinon, on est à 8 heures de Minneapolis, peut-être 6 heures de Minneapolis. Et pareil, 6 heures de Denver. Donc, c'est dans le centre des États-Unis. Donc, c'est pas New York, mais les gens sont très, très sympas, très accueillants. Pour autant qu'on on a des infrastructures de très bonne qualité, et c'est vachement intéressant. Donc là, tu nous donnes les distances en nombre d'heures. C'est des nombres d'heures en voiture ou en avion? Parce qu'aux États-Unis. En voiture. En voiture. Donc, Minneapolis, c'est à 6-8 heures. Donc, c'est quasiment la porte à côté, quoi. Ah oui, c'est pas trop loin. D'un point de vue américain, 6 heures de route. Oui, ça se fait, quoi. Donc, voilà. Tu es dans cette université-là. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça se passe là-bas? C'est quoi ta journée type? Quelle est la répartition entre les études et le sport? Alors, ma journée type, le matin, je vais avoir cours de 8h à 2h à peu près. Ouais, c'est ça, de 8h à 14h. Donc, je vais avoir entre 3 et 5 heures de cours, et 1 heure de repas aussi. Et ensuite, de 14h à 17h environ, je vais avoir des entraînements. Donc, entraînement, une partie sur piste, une partie en salle de muscu, une partie récupération, étirement, gainage, tout ça.
Et puis après ça, je mange et je fais mes devoirs et je vais dormir. Voilà. Et c'est principalement ma journée. Toutes mes journées se passent comme ça. Le matin, les cours, l'après-midi, les entraînements et le soir, les devoirs. En termes d'entraînement, justement, est-ce que tu as senti une évolution, une révolution par rapport à ce que tu faisais en France? Ou est-ce que non, finalement, c'est la même chose, mais pas au même endroit? En termes d'entraînement, je crois bien que j'ai doublé mon temps d'entraînement à la semaine. Parce que je suis passé de 10 heures par semaine à 20 heures par semaine. Même si, bon, 20 heures, ça reste une grosse enveloppe, parce que dans les 20 heures, il y a également tout ce qui est récupération, tout ça. Donc, même si j'ai doublé mon temps d'entraînement, j'ai peut-être triplé ou quadruplé la qualité et la quantité de mes récupérations. Donc, la transition s'est faite sans problème. J'ai pas eu de, je me suis rien cassé. J'ai pas eu un choc au niveau des entraînements. Ouais. Voilà. Alors, je rebondis là-dessus parce que c'est ce qu'on entend parfois, hein. C'est une partie commune à tous les athlètes qui s'entraînent beaucoup, je veux dire en volume. Évidemment, ça va de soi, mais c'est bien de l'entendre. Évidemment, quand on parle de gros volume, derrière, il y a une quantité, une proportion de récupération qui est énorme. Ouais. Et ça fait partie de Ouais, l'entraînement. niveau récupération, tout d'abord, j'ai accès maintenant à des infrastructures de très haute qualité pour la récupération. On a des bains froids, il y a des kinés qui sont à disposition, il y a des bottes de compression, je sais pas comment ça s'appelle, mais des rouleaux de massage, enfin, des pistolets massants. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour récupérer. Donc, ça devient presque un plaisir de récupérer, même si bon, le footing des récup, toujours un petit peu à peine de le faire, mais on le fait quand même. C'est rébarbatif, mais c'est indispensable. Ça fait partie. Ah. On est tous passés par là, tous athlètes, hein, à les séances qu'il aime peut-être un peu moins, mais c'est bien de l'entendre dire de la part d'un athlète d'un certain niveau. Ça fait partie de l'entraînement. On ne progresse pas sans avoir ces passages un petit peu fastidieux. Ouais. Ça fait partie du job. Là, j'ai parlé de l'entraînement. Je voudrais pas passer trop vite quand même sur l'aspect densité en termes de niveau. La densité là-bas, oui, elle est exceptionnelle. Et puis, enfin, moi qui suis un grand fan d'athlètes, même quand je suis pas sur la piste et que je regarde les gens de mon équipe et les gens autour des autres équipes, moi je suis au paradis parce que il y a des performances de haut niveau à chaque épreuve et c'est vachement intéressant. Moi, je sais que sur les haies, en tout cas, dans mon équipe, j'ai un copain qui court en 7,72 sur le 60 mètres haies. En 7,72 au championnat de France senior, au espoir même, parce il a un an de plus que moi, donc il était espoir 1 cette année. Et une jolie finale. Donc, au niveau des entraînements, c'est vachement intéressant parce que l'année dernière, pour courir contre quelqu'un de mon niveau, il fallait aller chercher dans les Pays de Loire ou un peu plus loin. Donc là, pouvoir s'entraîner tous les jours avec quelqu'un qui nous pousse, c'est vachement intéressant. Et puis, au-delà de ça, dans l'équipe, on a une super équipe de perche avec Chris Nielsen qui a battu le record de la NC2A cette année. Donc, il a battu quand il a battu le record qui était peut-être bien une semaine après, c'était un record qui était détenu par Mondo Duplantis. Et il l'a battu une semaine après que Mondo Duplantis ait battu son record du monde. Donc, forcément, ça fait parler. Excellent. Enfin, ouais. Et ça, c'est pareil, à au 100 hauteur, ça saute à plus de 2,20 m. Sur le 60 places, en dessous des 7 secondes à chaque fois. Donc, c'est génial. Moi, à chaque fois, je m'assois dans les gradins et puis je regarde mes copains courir et je m'éclate. Alors, j'ai fait un constat en regardant tes performances aux États-Unis. J'ai pas trouvé, alors peut-être que j'ai mal cherché, mais j'ai pas trouvé de perf sur des haies à 0,99. T'es passé sur les haies seniors déjà? C'est ça. La NC2A, toutes les hauteurs sont seniors, donc je suis passé sur des haies seniors en junior 2. Alors, pour tout te dire, moi je vais te dire mon cheminement intellectuel. Je reste un petit peu sur les 7,95 que tu fais tout début janvier et je vois un chrono à 8,08. Je me dis, ouais, c'est bien quoi, il conserve son niveau, mais bof. Et puis je regarde un petit peu mieux, mais j'ai vu que les haies étaient montées de 7 cm. Et que tu n'étais pas sur les haies juniors, tu étais sur les haies seniors. Et je me suis dit, ah ouais, donc c'est plus pareil là. Donc c'est pour le coup 8,08 sur des haies 1,06. C'est au moins aussi bien que 7,95. J'ai du mal à évaluer la perte de temps. Après, ça dépend des gabarits. Il y en a qui perdent presque pas de temps avec les haies qui montent. Mais à combien tu évalues, même si c'est un exercice d'équilibriste de faire ça, mais ça vaut bien les 7,95 sur des haies à 99 cm. Bah, j'espère bien, oui, même moins, j'espère. Même moins, ouais, même moins. La perte de temps sur les seniors, elle est quand même
est quand même conséquente. Je m'entraîne toujours sur des A99. Par contre, pendant les entraînements, on s'entraîne pas sur les seniors. Et ouais, c'est dommage que j'ai pas pu faire une saison sur des A99. J'aurais été curieux de voir les chronos, jusqu'où je pouvais pousser les chronos cet hiver, comme cet été d'ailleurs. Alors, je vais te ramener un petit peu brutalement de ce côté-ci de l'Atlantique pour parler un petit peu de la densité de la discipline. Alors, à la fois en Bretagne, on va commencer par là, puis ensuite on va aller parler de la densité en France. Même s'il était un petit peu en retrait par rapport à toi, il a le même âge que toi, Justin Mbodje de Bretagne Athlétisme. Mon adversaire de toujours. Ton adversaire de toujours, effectivement, vous vous suivez, vous êtes de la même année 2001 tous les deux, et il réussit à égaler ton temps au championnat de France, puisqu'il réalise, alors l'égaler pas tout à fait, il fait 7,95 lors des championnats de France juniors à Miramas, donc c'est un sacré client. Ouais, très belle course. Très très belle course, et voilà, il fait une course pleine, puisqu'il vient optimiser son potentiel, il vient finir sous les 8 secondes. Alors là, je ne parle que de Justin pour ce qui est de ta classe d'âge, mais on a eu Cédric Faune là, qui a arrêté sa carrière l'an dernier, mais qui a été très très longtemps au top et qui, jusqu'à ce qu'il décide d'arrêter, était toujours le meilleur sur les haies en Bretagne. On pense au Brestois à Papa-Latir Gay, je pense et à deux autres membres du Haut-Bretagne Athlétisme, Alban Lefebvre et Kylian Montfort. Il y a une densité sur les haies en Bretagne. Tu nous disais que tu avais besoin d'aller chercher des adversaires à l'extérieur. Dans ma catégorie. Tu nous parlais pour ta catégorie, effectivement, c'est ce que je voulais faire préciser. Mais les haies, c'est quelque chose qui vit bien en Bretagne. Alors, est-ce que tu as une explication à ça? Il y a des coachs d'un bon niveau ou est-ce que c'est un autre facteur qui joue? Une explication, je ne sais pas. Je dirais peut-être que les stages ET ont dû forcément y jouer quelque chose. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai beaucoup progressé aussi grâce au stage ETR sprint haie. Premier stage ETR, j'étais en minime 2. Je regardais les autres. Je disais, oh, ils sont tous champions de Bretagne. Qu'est-ce que je fais là? Et puis, ouais, au fur et à mesure des années, ouais, j'ai vu ma progression. Mais ouais, les stages ETR, c'est des stages très sympas. C'est très sympa aussi de changer la routine des entraînements, de s'entraîner avec des personnes qui vous poussent. Quand on n'a pas la chance d'avoir un gros groupe d'entraînement, c'est toujours très intéressant. Alors, justement, à l'Athlé Pays de Vannes, tu t'entraînes. Est-ce que tu as un groupe d'entraînement ou est-ce que malheureusement, tu es obligé de t'entraîner seul compte tenu du fait que tu sois un petit peu isolé à ton niveau dans ta discipline? Sur les, j'étais tout seul. Mais par contre, sur le sprint, je pouvais m'entraîner sur du plat avec quelqu'un d'autre. D'accord. Donc là, la compétence technique sur les haies, Nicolas Le Sommer, là est capable de te faire grandir, il n'y a pas de problème. Cours personnalisé de 110 mètres haies, travail vidéo, tout ça, placement des bras pour pas les déséquilibrer, le regard, la hauteur du genou, tout ça, ouais, c'est énormément de points qui font que chaque petit détail peut compter. Et alors, c'est gravé neurologiquement, c'est tout cet enchaînement, parce que moi, alors forcément, j'ai jamais pratiqué cette discipline-là, mais je me dis, l'athlète au départ d'un 110 mètres haies, ou à fortiori d'un 60 mètres haies, il voit ce mur de haies devant lui, il n'a pas la hantise de ne pas arriver au bon endroit, de se la prendre de plein fouet, parce que vous arrivez à des vitesses assez impressionnantes. Hein, et quand le pied ne va pas assez haut et qu'il vient claquer la haie, on voit bien que souvent elle explose. Il y a vraiment de la force. Non, bah c'est de la mémoire musculaire à force de répéter, de répéter, de répéter. Moi, je me souviens d'un reportage qu'on m'avait montré, c'était sur des guides de rue, 13 secondes. Je trouve ce reportage est magnifique, il explique très bien la musique qu'il y a dans le 110 mètres haies et le fait, l'importance de la répétition dans les entraînements pour que ça devienne automatique et qu'au moment de la compétition, ce soit naturel. Donc, je suis passé rapidement sur la densité en Bretagne et on va aller passer également, donc, pour qui suit l'athlétisme d'un petit peu loin, mais qui s'y intéresse un petit peu quand même, on sait que la France a une bonne habitude de ramener plein de médailles au niveau international, que ce soit des championnats d'Europe ou des championnats du monde, sur le 110 mètres haies. Tout ça Pascal Martino-Lagarde, qui est la figure emblématique de la discipline en ce moment. Mais derrière lui, ça pousse. Hein. Il y a des Willem Bellossian qui arrivent, Dimitri Bascou. Mais c'est vrai au plus haut niveau, c'est vrai chez les seniors, mais c'est vrai également sur la génération qui arrive juste derrière. C'est incroyable. Il y a une grosse génération qui vient derrière aussi. Moi, je suis en plein dedans et ouais. Alors justement, je vais répéter ce que j'ai dit rapidement tout à l'heure, donc et ça va être l'occasion d'arriver sur tes championnats de France junior l'an dernier à Angers. Donc là, tu vas chercher la médaille de bronze et dans cette finale,
dans cette finale, il y a 3 des futurs finalistes des championnats d'Europe junior. Il y a Janis Laviolette qui prend le titre, qui finira 8e. Alors pour lui, c'est probablement une petite contre-performance des championnats d'Europe. Ouais, il y a des erreurs techniques dans la course. Voilà, pour autant, il est finaliste. On a Kenny Fletcher, à qui tu viens arracher la médaille au cassé. Enfin, tout a compté. Ce jour-là, tout a compté. Le départ, le cassé, la technique. Pour un 5e. Et donc, Kenny Fletcher, il fait 6e en finale du championnat d'Europe junior. Et celui qui est juste devant toi, Paul Chabotti, lui, il prend la médaille. Il prend la médaille de bronze au championnat d'Europe junior. Donc, il y a une densité monstrueuse chez les juniors en France. Et alors, hormis, que je ne dise pas de bêtises, hormis Janis Laviolette qui est montée espoir, les 3 autres sont restés juniors. C'est ça. Et en plus, puis on a maintenant Sacha Zoya qui est monté junior. Voilà. En plus, Sacha Zoya arrive. Sacha Zoya, il est arrivé en junior. Bon, il a pu faire que la saison hivernale. Il a fait 7,34 sur le 60 mètres haies cet hiver. 7,34 record du monde junior dès une de ses premières sorties sur les haies à 0,99. Bon, clairement, lui, il est à peine entravé. On l'avait vu évoluer déjà à Angers sur le 110 mètres haies cadet où il avait déjà battu le record du monde. Lui, il n'est pas très entravé par la montée des haies. Il les survole. Techniquement, il est déjà très, très perfectionné et puis il a une vitesse de base exceptionnelle. Donc, forcément, quand on bat un record du monde, on a beaucoup de qualité. Ouais, mais j'ai eu la chance d'assister à sa demi-finale, parce que c'est lors des demi-finales qu'il bat le record du monde du 110 mètres cadet. Et vu d'en haut, c'est juste, il va juste plus vite que les autres. Il court tout droit, il n'y a pas de haie pour lui. Et voilà, c'est ça. On se dit, finalement, c'est pas si compliqué que ça. On se demande, mais il court très, très, très vite. Voilà, donc c'est aussi. Il ne faut pas oublier non plus ceux qui sont derrière Sacha Zoya, qui a aussi une belle densité, qui sont un peu dans l'ombre de Sacha Zoya, mais il y a toujours une belle densité aussi derrière. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu aussi venir vers toi, parce que effectivement, alors par rapport aux athlètes que j'ai pu interroger avant, tu n'as pas de titre de champion de France, tu as une collection moins grande de médailles nationales, parce que tu n'as qu'une médaille nationale pour le moment. Mais il faut voir dans quel contexte ça s'inscrit. Tu serais né hors de cette génération-là c'est incroyable, c'est très très prometteur pour l'avenir. Tu aurais pu te constituer un palmarès un petit peu plus conséquent, mais là, quand on voit la densité, ces championnats de France junior, Janis Laviolette, il gagne avec 2 dixièmes d'avance sur toi, et sur Kenny Fletcher, qui lui est 4e. Je veux dire, la moindre haie un peu mal franchie, c'est fini, quoi. Adieu le podium. Ouais, après, je faisais la blague aussi de dire que j'étais né la mauvaise année, mais si j'aurais eu le même niveau, s'il n'y avait pas non plus cette densité-là en France, c'est une dynamique où on se tire tous les uns les autres, donc c'est vachement intéressant de trouver ici. Alors en même temps, tu es né la mauvaise année, et j'étais en train de réfléchir. L'année d'avant, il y a Janis Laviolette. Juste avant, il y a Matteo Ngo qui a été champion du monde cadet. L'année d'après, il y a Sacha Zoya. En fait, je ne sais pas quand est-ce qu'il fallait naître. Hein. Ouais, c'est ça. Une décennie avant, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est compliqué, mais tant mieux. Hein, ça veut dire que le niveau est extraordinaire en France. Alors, on va revenir. J'en parle, mais je voudrais que tu nous racontes, parce que cette finale des championnats de France. Alors, si on revient un an en arrière, les championnats de France cadets. Là, tu arrives avec des grosses ambitions. Je parle surtout de l'hiver, des 60 mètres haies. Tu as le record de Bretagne cadet du 60 mètres haies, 7 secondes 90. Quand tu l'établis, c'est la meilleure performance au bilan. Tu arrives à Val-de-Reuil pour les championnats de France cadet avec des grosses ambitions que tu avais affichées à l'époque. Alors, c'est pas toi qui l'avais affiché, mais les journalistes sont venus te chercher et tu as été forcé d'avouer. Et c'est une petite déception. Une belle déception, on va pas se cacher. Les championnats d'hiver cadets, pour moi, c'était la première fois où être un peu sur le devant de la scène. J'avais pas l'habitude d'être premier ou deuxième au bilan national, et donc je veux dire, j'ai croulé sous la pression au moment de la finale. Quand le speaker m'annonce juste avant la série et dit Hugo Mormand, deuxième français, et surtout j'avais aussi un bon classement au classement mondial l'hiver, forcément, j'ai un peu subi la pression cet hiver-là. Donc, j'ai appris de mes erreurs et j'ai appris aussi à gérer un peu mieux la pression pour les années d'après. Bon, c'est bien d'apprendre ça dès la catégorie cadet. Ça, c'est fait. Tu sais ce que c'est. Alors,
on ne vit pas tous pareil avec la pression, mais au moins tu as cette expérience-là et ça a pu te transcender parce que c'est tout à fait le contraire qui s'est passé l'année d'après, justement, à Angers. Puisque là, tu n'es pas en tête, comme on l'a évoqué déjà assez longuement, il y a une grosse densité et pourtant, tu arrives à faire, au couloir 8. Mais pour arriver en finale, tu as déjà dû te mettre au niveau de ton record personnel. Tu fais 14,01 en demi-finale et ça te permet de passer juste en finale. Oui, ce championnat-là, c'était assez particulier parce que en série, je réalise une course où je termine premier de ma série, il me semble, parce que le gars qui était devant moi relâche en fin de course, donc moi je lui passe devant, même si techniquement il avait un meilleur chrono que moi. Alors, juste, ça me permet d'être dans une bonne demi-finale avec pas trop de niveau. En demi-finale, je suis contre Kenny Fletcher. Je suis derrière lui. Je fais techniquement une course pas belle parce que je le regarde lui et je ne regarde pas ma course. Et donc, il y a des erreurs techniques dans la course. Et j'égalise quand même mon record, ou je suis très proche de mon record. Je ne me souviens plus du chrono. Et donc, en voyant la technique, voyant la qualité de la course et voyant le chrono, je me dis que forcément, si je me concentre et si je fais ma course et si je ne regarde pas les autres, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, avec Nicolas, on a aussi regardé les chronos des autres et puis on a vu que c'était pas stratosphérique, qu'il y avait quelque chose à jouer, quoi. Mais pour avoir une chance, il fallait vraiment que je sois dans ma bulle et que je fasse ma course. Et voilà. Et donc, avant la finale, déjà, le premier objectif, c'était pas de rester frais, parce qu'il faisait une chaleur abominable ce jour-là. Donc, l'objectif, c'était de se concentrer, de rester frais et de quand même pouvoir s'échauffer sans crampe, même si j'en ai eu une juste avant la course. Donc, il fallait aussi détendre cette crampe, tout ça. Et puis, pendant la course, arrivé le moment de la course, je pense que j'étais dans le bon état d'esprit, il semblerait, parce que ça s'est bien passé. Le départ, il me semble que j'ai eu le meilleur temps de réaction, chose qui m'arrive très rarement d'habitude. Et puis après, c'est un tunnel. Pour moi, je me souviens quasiment plus de rien. La seule chose que je me souviens, c'était de voir le maillot jaune de Kenny en périphérie de la vision. Même si je ne le regardais pas, je sentais qu'il était là et je savais que si je voulais monter sur la boîte, il fallait que je sois devant cette tache jaune au coin du regard. Donc j'ai tout donné jusqu'au bout. Pas de faute technique pendant la course. Je me suis jeté sur la ligne et puis je savais que c'était juste. J'ai attendu le chrono, j'ai attendu. Et puis quand j'ai vu que j'étais 1 centième devant lui, forcément, ouais, c'était une explosion de joie comme vous avez peut-être pu voir sur les photos, des choses comme ça. Hein. Ouais. Alors, tu parles de ton départ, effectivement, tu as le meilleur temps de réaction. Et en fait, donc, tu as tout fait derrière, tu as tout fait bien derrière. Mais en fait, c'est là où tu gagnes ta médaille de bronze parce que tu pars 3 centièmes plus vite que Kenny Fletcher. Et à l'arrivée, il n'y a plus qu'1 centième. Mais ça se joue, c'est incroyable. C'est ça, c'était tout s'est bien emboîté pendant cette course-là. J'ai fait la bonne course qu'il fallait au bon moment. Je sais, au fond de moi, je savais que j'étais capable de faire un chrono comme ça. J'avais déjà fait plusieurs fois 14,01, notamment au championnat de Bretagne, où je fais 14,01 en série, puis en finale, j'ai une crampe pendant la course, donc je ne peux pas terminer la série. Je peux pas terminer la finale, donc je ne peux pas passer sous les 14 secondes. Donc c'était frustrant. J'ai pas pu courir toutes les courses de ma saison. J'ai pas fait la finale des championnats de Bretagne, mais c'était pour pouvoir mieux repartir, éviter la blessure et être prêt au bon moment et pas se claquer ou faire des bêtises comme ça pendant la saison. Et pas de frustration derrière de savoir que donc, les deux devant toi et celui derrière toi partent à Boras au championnat d'Europe junior et toi tu n'étais pas du wagon. T'as dû y penser? Pas parce que c'était pas non plus l'objectif de la saison. Moi, mon objectif c'était de faire une finale au France, c'était pas de partir au championnat d'Europe. Après, forcément un petit peu déçu quand je vois qu'ils prennent Kenny qui est derrière moi, mais bon, il avait un meilleur record que moi, il avait fait des minima, moi j'étais à 6 centièmes des minima. Ouais. C'était la décision logique, entre guillemets, de le prendre lui et pas moi. Et puis il avait aussi une plus grande expérience que moi, il est vice-champion olympique de la jeunesse, donc forcément je peux comprendre qu'il fasse plus confiance Kenny, qui est un habitué des grands championnats, plutôt qu'à moi qui ai fait un peu la surprise ce jour-là. Tu as eu quand même un contact avec la fédération à cette occasion, qui sont venus vers toi pour Oui, t'expliquer? Oui, je suis passé. Ils m'avaient fait signer des papiers. Ils m'ont dit que notre cas entre moi et Kenny serait évalué. D'accord.
particulièrement, parce que forcément, c'était un petit peu compliqué. Tu avais été interrogé dans la foulée de ton 794 cet hiver sur cette ambition de décrocher une sélection d'équipe de France. Tu étais resté mesuré comme tu l'es aujourd'hui encore. J'imagine que ça doit trotter dans un coin de la tête. Quand on fait podium à un championnat de France, forcément, c'est quelque chose qui doit exister, mais tu n'as pas envie de brûler les étapes. J'ai l'impression que tu es quelqu'un de très pondéré, qui prenne les choses quand elles viennent, mais qui n'a pas envie d'aller plus vite que la musique. Je me trompe ou… J'essaye de rester modeste possible pour pas être déçu si ça fonctionne pas. Et puis, je préfère garder mes objectifs en tête pour moi tout seul plutôt que de les exposer à tout le monde et de manger le sol si ça fonctionne pas. Oui. Ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, c'est que tu détiens aujourd'hui les records de Bretagne cadet et junior sur le 60 mètres haies. Alors, le junior, tu le partages avec Alban Lefebvre. C'est ça. Tu n'auras malheureusement plus l'occasion, sauf à monter une course indoor hors saison pour aller le chercher, mais ça m'étonnerait. Voilà, tu l'as égalé. Je pense que ma carrière de junior est terminée. Alors pour l'anecdote, du coup, tu as le record de Bretagne du 60 mètres haies, mais sur les haies à 1m06. Mais c'est extrêmement peu couru par des juniors, 60 mètres haies. Pour un junior, ouais, c'est ça. Voilà. Et 8,08, c'est quand même une marque qui est digne d'un record de Bretagne. J'espère m'approcher du vrai record de Bretagne. Voilà, parce que là, on s'attaque à des noms emblématiques. Ce sont des très vieux records de Bretagne. On parle de Franck Chevalier, on parle de Yannick Vezin, ce sont des légendes de l'athlétisme breton et ce sont les prochaines échéances. Et là, on s'attaque à du gros, c'est des records qui ont plus de 30 ans, qui sont haut perchés. Donc voilà, c'est un petit peu pour te remettre dans le contexte. Tu évolues dans ces eaux-là. Justement, venons-en à tes ambitions à moyen terme. Tu es parti aux États-Unis pour pouvoir continuer à t'entraîner. Pour l'instant, la marque que moi j'ai en tête, c'est ce fameux 8,08 sur 60 haies. Tant à prouver que ton niveau a continué de s'améliorer. Quelles sont tes ambitions tant chronométriques qu'en termes de palmarès? Niveau chronométrique, la saison prochaine, ce serait de passer sous les 8 secondes sur 60 haies. J'aurais peut-être pu faire cette saison si j'avais mieux fait les choses. J'ai eu un petit pépin physique en milieu de saison, une douleur de dos récurrente que j'ai chaque saison qui m'a un peu empêché de m'entraîner pendant un moment. Donc ouais, moins de 8 secondes la saison prochaine et puis moins de 14 secondes sur le 110 mètres. Ouais. Donc ça, c'est en termes chronométriques. Chronométriques. Et en termes de palmarès, on voit bien, il y a beaucoup de densité, mais pour autant, sur une course parfaite, sur une performance de pointe, réaliser le bon jour, il y a moyen de faire des choses. Tu l'as prouvé pas plus tard que l'an dernier. Donc, est-ce que tu ambitionnes des podiums? Alors là, tu vas rentrer chez les espoirs. Chez les espoirs, Sacha Zoya va vous laisser fiche la paix 1 an. 1 an de répit. Et du coup, là, il y a les espoirs. Je sais pas. C'est chaud, c'est chaud. Si c'est possible, pourquoi pas. Encore une fois, la densité est très élevée, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, première année, peut-être pas. Deuxième année, je sais pas. Troisième année, pourquoi pas. Enfin, tout est en peut-être. Ouais. Je me projette pas trop. Si on m'avait dit il y a 2 ans que j'aurais eu le niveau que j'ai cette année, je ne me serais pas cru. Donc, je me projette pas trop dans le futur parce que qui sait ce qui peut arriver. Tu te projettes, j'ai l'impression que tu vois naturellement quand je te demande tes ambitions, tu me parles chrono, tu me parles pas forcément titre. Oui, je parle plus chrono que titre parce que c'est ce qui me fait en général pas plus plaisir, mais un chrono, c'est plus facile à chiffrer la progression. Ouais. Mais là, c'est marrant, hein, ça me fait sourire parce que on sent le cartésien, on sent vraiment l'ingénieur, c'est-à-dire le chrono, c'est objectif. Le scientifique. Voilà le scientifique. Le chrono, c'est une donnée objective, alors que les titres, c'est des données subjectives, ça dépend de la concurrence, ça dépend de plein de choses. Donc vraiment, c'est presque caricatural, mais ça correspond bien à l'athlète que tu es. Donc, et si jamais tu fais un gros chrono, on peut imaginer que si des titres doivent venir, ils viendront. C'est peut-être comme ça que tu le raisonnes. Comme ça, ouais. Bon, je pense que avec cet échange, on a pu un peu mieux cerner le personnage que tu es. Donc, tu restes fidèle à ton club, l'Athlé Pays de Vannes, même si tu as tes études loin de nous. Alors, ton cycle, là, tu es parti pour combien d'années aux États-Unis? Je pars sur un bachelor, donc en 4 années. 4 années.
Et alors pour l'instant, tu n'envisages pas la suite. Est-ce qu'il est possible que finalement, trouvant les conditions pas mal, ça arrive parfois, tu aies envie de faire ta vie là-bas? Bah là encore, je sais pas, je verrai si. Pour l'instant, enfin, l'objectif, une fois ces 4 ans passés, ça reste quand même les études. Donc, je verrai où mes études m'emmènent, si je peux continuer là-bas, si je reviens en France, j'aviserai au moment venu. Très bien. Eh bien, voilà le moment de conclure cet entretien. Et comme à chaque fois maintenant, j'ai pris cette petite habitude de laisser les derniers mots, je ne rajoute rien derrière, les derniers mots à l'athlète. Donc, quel message tu as envie de délivrer à ceux qui auront envie de nous regarder aujourd'hui? Ben, s'il y a des minimes, des poussins qui nous regardent, je leur dirais d'essayer les haies. C'est marrant, faites des haies. Vous verrez, c'est très bien. Ça fait peur au début, mais il faut surmonter sa peur et faire des haies. Et puis, ça fera surtout très plaisir à vos clubs au moment des interclubs. Et puis, sinon, pour les autres, pour mes adversaires et pour mes amis, je leur dis rendez-vous, je sais pas quand, pour notre prochaine course. J'ai très hâte de courir. Puis sinon, bah, je te remercie de m'avoir invité pour cette interview. Ça m'a fait très plaisir.